La compétence en santé, c'est considéré comme une compétence non attribuée par la Constitution. Parce que si on regarde l'article 91 ou l'article 92 de la loi constitutionnelle de 1867, le mot santé n'est pas là. Il n'y a pas de compétence sur la santé. Et donc, c'est considéré comme étant une compétence non attribuée. Ce que ça veut dire, là, c'est assez simple, c'est que chacun des paliers de gouvernement ou les législateurs peuvent intervenir en santé, mais à partir de leurs compétences spécifiques. Depuis le début de l'interprétation de la Constitution par le Conseil privé, on a largement reconnu et de manière assez constante que la santé, c'est surtout un domaine provincial. Et les premières décisions dans lesquelles on a décidé ça, c'est un peu spécial, en tout cas, parce que c'est des décisions dans lesquelles le contexte factuel, c'était des pandémies. Et les tribunaux ont reconnu une compétence large aux provinces en matière de santé. La loi constitutionnelle de 1867 donne aux provinces compétence sur les questions purement locales, la propriété et les droits civils. Ça, c'est une compétence très large qui implique beaucoup d'aspects en matière de santé, consentement aux soins, échange d'informations, etc. Et évidemment, la compétence sur les hôpitaux, qui est attribuée aussi aux provinces. Le Parlement fédéral peut évidemment, et le gouvernement fédéral aussi, peuvent intervenir en matière de santé à partir de compétences un peu plus spécifiques, comme l'armée. Donc, tout ce qui est la santé par rapport aux forces armées, c'est le gouvernement fédéral qui peut s'occuper de ça. Il y a aussi, évidemment, la compétence en droit criminel, qui est une compétence assez large. Puis les tribunaux ont reconnu depuis quand même un certain nombre d'années, de façon assez claire, que le Parlement fédéral peut intervenir en matière de santé pour protéger les citoyens contre des conduites qui sont préjudiciables ou qui pourraient porter atteinte à la santé publique. Donc, la santé, comme on peut le constater, c'est un domaine assez flou, assez vague, où les deux paliers peuvent généralement intervenir, mais à partir de leurs compétences. Donc, le Parlement fédéral peut intervenir en santé à partir vraiment de sa compétence là, sur le droit criminel pour préserver, dans le fond, la santé publique. Et il y a aussi, évidemment, la compétence sur la quarantaine. C'est une compétence qui n'a pas été interprétée de façon très approfondie par les tribunaux. Il n'y a pas beaucoup de décisions sur ça. Puis en fait, à ma connaissance, là, pour avoir fait la recherche, il n'y a aucune décision de la Cour suprême qui porte vraiment sur le paragraphe 91-11 de la loi constitutionnelle de 1867. Mais ce qui est certain, c'est que cette compétence fédérale sur la quarantaine permet au Parlement et au gouvernement fédéral de limiter les transports de personnes dans un contexte de transport international. Parce qu'à l'origine, la manière dont cette compétence-là est rédigée, ça fait vraiment référence à la quarantaine, mais sur des navires. Parce qu'à l'époque, c'est sur des navires que les voyages internationaux se faisaient. Mais c'est évident que ça porte aussi maintenant sur les voyages internationaux par avion. Parlant de compétences sur les transports, on peut voir en arrière le pont McDonald-Cartier. C'est un pont interprovincial qui chevauche la rivière des Outaouais. Et vous savez très bien que, vous avez vu les journaux, les gouvernements provinciaux, certains d'entre eux, ont pris des mesures pour limiter le transport de citoyens entre les provinces. Ça a été le cas sur les ponts, le pont qu'on voit en arrière et sur les autres ponts de la région de l'Outaouais. Il y a eu des contrôles de la Sûreté du Québec et aussi de la police de Gatineau sur les ponts interprovinciaux. C'est une décision qui a été prise de façon unilatérale par la province de Québec, sans véritablement consultation avec le maire d'Ottawa ou avec le gouvernement Ford. Et il y a d'autres provinces canadiennes qui ont imposé ce genre de contrôle-là aussi. Évidemment, ce n'est pas des barrages parce qu'on laissait passer les gens qui avaient de la famille dans l'autre province par rapport à leur province d'origine, les médecins, le personnel de la santé, les camionneurs ou les camionneuses aussi qui transportent des vivres ou qui font partie de la chaîne alimentaire ou de la chaîne de production, si on veut. Donc, ce n'était pas des barrages, c'était des contrôles. Donc, ce qu'on faisait essentiellement, c'est que des personnes de l'Ontario qui venaient magasiner au Québec, bien, on leur disait, écoutez, c'est pas essentiel, retournez chez vous. Bon, c'est arrivé en Outaouais, c'est arrivé en Abitibi aussi, et c'est arrivé à l'île du Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Je me souviens d'une citation qui m'a particulièrement frappé du premier ministre du Nouveau-Brunswick, selon laquelle le premier ministre disait « On n'a pas à attendre après le fédéral pour décider de prendre des mesures pour protéger la santé. » Bon, on vit quand même dans un régime constitutionnel, alors la question qu'on doit se poser avant d'agir, normalement, là, on est dans un contexte de pandémie, mais en général, ce qu'il faut se demander, c'est qui a la compétence pour limiter les transports de citoyens entre les provinces. Or, a priori, ma première réaction, qui était trop rapide, je dois l'avouer, ça a été de penser qu'il y a seulement le gouvernement fédéral ou le Parlement fédéral qui peuvent prendre des mesures sur les transports
interprovinciaux de personnes, puisqu'il y a des enjeux interprovinciaux très importants dans le déplacement ou les mouvements de personnes entre des provinces. Par contre, quand on regarde de plus près la question, on se rend compte que, bon, d'abord, c'est pas une compétence qui est attribuée par la Constitution, il n'y a rien sur ça. Donc, a priori, on peut se dire c'est une matière de double aspect. Double aspect, ça veut dire que c'est une matière qui n'a pas été attribuée ni à l'un ni à l'autre à titre exclusif, et sur laquelle les deux paliers peuvent intervenir à partir de leurs propres compétences. Donc, c'est évident, à mon point de vue, que le gouvernement fédéral et que le Parlement fédéral a une compétence sur les transports interprovinciaux de personnes à partir de compétences différentes. Par exemple, les transports interprovinciaux en termes commerciaux, ça, c'est une compétence fédérale. Donc, le gouvernement fédéral a une compétence sur ça, sur les transports de personnes à partir de sa compétence sur les transports interprovinciaux ou sur les ouvrages de transports interprovinciaux comme les pipelines, les oléoducs, les chemins de fer, l'aéronautique entre le Canada. Donc, on a vu d'ailleurs que le gouvernement canadien a pris des mesures pour limiter les transports aériens et par chemin de fer à l'intérieur du Canada et imposer aux compagnies des mesures sanitaires. Donc, ça, c'était évidemment parfaitement valide. Mais par contre, on se rend compte aussi, quand on creuse un peu, que les transports de personnes entre les provinces ont des impacts significatifs sur la compétence provinciale sur la santé. Donc, il est permis de penser, même si aucun tribunal ne s'est prononcé là-dessus, évidemment, j'imagine qu'il va y avoir des causes après la pandémie, des gens qui vont poursuivre le gouvernement, différents gouvernements provinciaux parce qu'ils ont été empêchés d'entrer dans une province et que ça leur a causé un préjudice important. J'imagine qu'il va y avoir des poursuites et que les tribunaux vont statuer sur ça, mais on peut penser, il est permis de penser que les provinces ont aussi une certaine compétence sur les mouvements interprovinciaux de citoyens, puisque ça a des impacts importants sur la santé des citoyens. Et donc, si on veut, à tout le moins, c'est un accessoire de la compétence sur la santé, puisque ça permet aux provinces de protéger la santé des citoyens. L'autorité pour limiter, voire interdire le transport aérien relève du gouvernement fédéral, puisque l'aéronautique, ça a été depuis très longtemps reconnu par la Cour suprême du Canada comme une compétence fédérale exclusive et, je dirais, relativement large, peut-être trop. Donc, la compétence sur l'aéronautique, ça a été reconnu comme une compétence fédérale dans l'intérêt national. Donc, il y a seulement le gouvernement fédéral qui peut prendre des mesures par rapport au transport aérien, que ce soit le transport international par avion ou même le transport dans les provinces et entre les provinces en matière de navigation aérienne. Donc, les provinces ne peuvent pas interdire le transport aérien, ne peuvent pas non plus prendre des mesures pour imposer aux transporteurs aériens des obligations par rapport à la santé. Il y a un nœud ici, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu. Est-ce que les provinces peuvent imposer aux compagnies aériennes des mesures de distanciation physique? Peut-être, dans la mesure où ça rattache à la compétence provinciale sur la santé et que ça ne vise pas spécifiquement les compagnies aériennes, mais il en demeure pas moins que la plus large part de la compétence sur le transport aérien, c'est le gouvernement fédéral qui l'a. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, le gouvernement fédéral, dans la crise actuelle, est intervenu pour imposer au transport ferroviaire et au transport aérien, entre autres, des mesures sanitaires. Et on a même interdit, à certains moments de la crise, le transport aérien à l'intérieur du Canada et même le transport aérien international pour des personnes qui à l'origine, par exemple, venaient d'Italie ou des États-Unis ou de pays qui étaient particulièrement touchés. Donc, tout ça, ça relève du gouvernement fédéral qui a pris plusieurs décrets en matière de transport aérien et ferroviaire. Se souvenir qu'au tout début de la crise, il y a eu une tension entre la Ville de Montréal et le gouvernement fédéral par rapport à sa gestion des mesures sanitaires à l'aéroport Trudeau à Montréal. Or, la mairesse Valérie Plante, qui est une mairesse dynamique, qui est une personne d'action, comme on peut le voir dans l'actualité, s'est dit, bien là, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de mesures qui sont prises à l'aéroport Trudeau, qui est sur la juridiction, de la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal. Et nous, on a compétence sur la santé et de concert avec la Direction régionale de la santé publique, on a décidé d'envoyer des employés municipaux à l'aéroport Montréal-Trudeau pour faire de la sensibilisation aux personnes qui arrivaient par avion au Canada sur l'importance de se laver les mains, désinfecter ses mains, prendre des mesures de distanciation physique, puisque le gouvernement fédéral ne le faisait pas. Et là, il y a des gens qui se sont demandé, bien, comment ça se fait que c'est les employés municipaux qui font ça? Bien,
On peut penser que ces mesures-là étaient valides. En tout cas, il y a un argument contraire, c'est sûr, puisque c'est une compétence fédérale. Par contre, l'impact de ces mesures-là sur la compétence fédérale, sur l'aéronautique, n'était pas tellement grave à mon point de vue. Puis ça, c'est important de le considérer dans le partage des compétences. Lorsqu'un gouvernement, à l'intérieur de ses compétences, comme la Ville de Montréal pour des mesures par rapport à la santé, agissent à l'intérieur de leurs compétences, mais que ça a un effet sur des institutions, des organismes ou des compétences de l'autre palier, comme l'aéroport de Montréal, là, il faut se demander, est-ce que ces conséquences-là sont graves? Et si c'est grave, bien là, ça pourrait être soit invalidé ou soit jugé comme ne s'appliquant pas à l'organisme. Dans ce cas-ci, des contrôles sanitaires, à mon avis, ça n'a pas un impact très, très grave sur les compétences fédérales sur l'aéronautique, ni sur la gestion de l'aéroport de Montréal. Donc, je pense que ces contrôles-là étaient tout à fait légaux, mais évidemment, il peut y avoir des arguments contraires. La loi sur les mesures d'urgence, c'est une loi qui relève du pouvoir constitutionnel d'adopter des lois en temps de crise. Donc, ce pouvoir constitutionnel-là, ce n'est pas un pouvoir explicitement mentionné dans la Constitution, mais c'est dégagé, si on veut, de certains, des mots paix, ordre et bon gouvernement. Donc, le Parlement fédéral peut adopter des lois pour assurer la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada. Et ça a été interprété par les tribunaux, notamment comme donnant au fédéral une compétence en matière d'urgence. Et il faut savoir que évidemment, une pandémie comme on vit actuelle, ça peut très bien être considéré comme une urgence. Les tribunaux l'ont déjà reconnu par le passé. Et la raison pour laquelle je pense que le fédéral n'a pas encore utilisé la loi sur les mesures d'urgence sont diverses, mais il y en a essentiellement deux, je pense. Peut-être trois, on verra. Il y a d'abord le fait que le pouvoir sur l'urgence, ça permet en fait, de suspendre le partage des compétences. Donc, c'est un pouvoir qui est exorbitant, qui a des conséquences drastiques. Ça équivaut ni plus ni moins, en tout cas, ça peut équivaloir à une suspension temporaire du partage des compétences. Donc, première conséquence qui est très importante, qui est à mon avis grave, mais qui peut être justifiée lorsque les circonstances l'exigent. L'autre chose, c'est que la loi sur les mesures d'urgence, c'est une loi qui est très ciblée. Donc, le Parlement fédéral et le gouvernement fédéral ne peuvent pas, par cette loi-là, envahir, si on veut, massivement les compétences provinciales. Donc, il faut faire une distinction importante avec ce que je disais là, par rapport au pouvoir constitutionnel d'urgence. Ça permet au Parlement d'intervenir dans n'importe quel champ de compétences, même des provinces, mais il faut adopter une loi pour ça. Or, lorsqu'on regarde la loi sur les mesures d'urgence, il est explicitement mentionné que cette loi-là s'applique dans la mesure du possible à l'intérieur seulement des champs de compétences fédérales. Il faut que le fédéral consulte les provinces avant de prendre des mesures qui pourraient avoir des impacts sur les compétences provinciales. Et si on regarde l'article 8 de la loi sur les mesures d'urgence, on voit bien que les pouvoirs qui sont donnés au gouvernement par le Parlement sont assez ciblés. Donc, ça ne permet pas au gouvernement fédéral de prendre plein de décisions qui sont à l'intérieur des champs de compétences provinciaux. C'est la raison aussi pour laquelle certains disent, ben, c'est pas étonnant que la loi sur les mesures d'urgence n'ait pas encore été appliquée parce que ça donne pas tant de munitions que ça au gouvernement fédéral. Et c'est aussi la raison pour laquelle certaines personnes plaident, si on veut, pour un élargissement de cette loi-là. Mais il y a autre chose également. La loi sur les mesures d'urgence impose, dans la mesure du possible, dans son préambule, le respect de la Charte canadienne des droits et libertés. Ça, c'est important de le mentionner. Mais met aussi en place un mécanisme assez contraignant pour le gouvernement de contrôle parlementaire. Ça pourrait expliquer pourquoi on n'a pas eu recours à cette loi-là, parce que la loi sur les mesures d'urgence impose un contrôle très important par le Parlement sur l'action du gouvernement. N'oublions pas que le Parlement est composé de personnes qui ont été élues à travers le Canada et que le gouvernement tire ses pouvoirs des lois qui sont adoptées. Donc, les pouvoirs de décision du gouvernement, les pouvoirs d'adopter des règlements par le gouvernement, ils découlent des lois qui sont adoptées par, si on veut, l'Assemblée du peuple, là, qui est le Parlement fédéral. Et donc, la loi sur les mesures d'urgence prévoit que lorsque le gouvernement fédéral décrète une situation d'urgence sanitaire au Canada, le Parlement a un contrôle très important. Le Parlement peut désavouer le gouvernement sur sa gestion de crise. Le Parlement peut aussi annuler une déclaration d'urgence faite par le gouvernement et il y a des obligations vraiment d'imputabilité puis de transparence en vertu desquelles le gouvernement doit rendre des comptes au Parlement, aux députés élus sur sa gestion de crise. Et ces contrôles-là, dans la loi sur les mesures d'urgence, sont très importants.
y a plusieurs compétences provinciales en lien avec la pandémie, même si la Constitution ne reconnaît pas formellement un pouvoir d'urgence aux provinces. Il est évident, à mon avis, et de l'avis d'autres constitutionnalistes, évidemment, que les provinces ont une compétence en matière d'urgence, mais à l'intérieur de leur propre champ de compétences. Et donc, la première compétence provinciale à laquelle on doit penser pour gérer une pandémie, c'est la compétence sur la santé. Comme je le disais tantôt, c'est une compétence non attribuée, mais par plusieurs compétences que j'ai mentionnées précédemment, les provinces ont une compétence en matière de santé pour gérer une pandémie. Et c'est de cette compétence-là que découle la loi sur la santé publique. C'est la loi qui donne des pouvoirs au gouvernement du Québec, au docteur Arruda, qu'on voit tous les jours dans les médias. C'est cette loi-là qui donne au gouvernement du Québec des pouvoirs pour gérer les établissements de santé. Mais c'est aussi en vertu de cette loi-là que les provinces, comme le Québec, peuvent imposer, non pas des quarantaines, parce que si on utilisait le mot quarantaine, on serait dans une compétence fédérale, mais plutôt des confinements ou des mesures d'isolement entre les citoyens. Donc, lorsque le gouvernement du Québec a imposé l'interdiction au départ des rassemblements de plus de 250 personnes, et maintenant c'était rendu une interdiction de rassemblement de 2 personnes qui ne viennent pas de la même adresse, à moins qu'elles respectent une distance de 2 mètres, ces mesures de confinement ou d'isolement, ça relève de la compétence provinciale sur la santé, comme le sont aussi les mesures qui limitent les déplacements entre les provinces. Ça relève des compétences provinciales sur la santé. Puis il y a aussi évidemment la compétence provinciale sur les transports et le commerce local. Donc la fermeture des commerces que le gouvernement Legault a imposé ou que le gouvernement Ford a imposé en Ontario, ça relève des compétences provinciales sur les transports, mais aussi sur les commerces dans la province. Donc on parle de commerces qui ne sont pas du commerce interprovincial, là, vraiment des commerces qui sont dans la province. Et si on compare la loi sur les mesures d'urgence fédérale avec la loi sur la santé publique du Québec, on est obligé, à mon avis, de reconnaître que la loi sur la santé publique du Québec a des lacunes par rapport à ça, parce qu'effectivement, on prévoit un contrôle de l'Assemblée nationale, sauf qu'il y a un hic, c'est que la déclaration d'urgence faite par la santé publique du Québec vaut pour 10 jours et peut être renouvelée à tous les 10 jours, sans contrôle de l'Assemblée nationale du Québec. Là, il y a un défaut ici, ce qui n'est pas le cas dans la loi fédérale. Donc, il y a peut-être moyen, en tout cas, je pense qu'il va falloir faire une réflexion sur la loi sur la santé publique du Québec, possiblement par la suite, si on veut prévoir un contrôle démocratique un petit peu plus important sur la gestion de crise du gouvernement Legault, parce que à tous les 10 jours, on peut renouveler l'état d'urgence sans même qu'il n'y ait aucun contrôle démocratique. Une autre des compétences très importantes des provinces, c'est celle sur l'éducation. C'est une compétence provinciale exclusive en vertu de l'article 93 de la loi constitutionnelle de 1867. Et donc, c'est en vertu de cette compétence-là que les gouvernements provinciaux ont ordonné la fermeture des écoles, totale ou partielle, dans toutes les provinces au Canada. Et c'est la raison pour laquelle aussi le gouvernement Legault peut, même si pour certains ça semble prématuré et pour d'autres non. Mais bref, c'est une prérogative, si on veut, qui relève des compétences provinciales de décider dans quelle mesure on ouvre les écoles et quelles sont les mesures à prendre pour respecter la distanciation physique dans les écoles. Ça relève des compétences provinciales. On parle depuis tantôt des gouvernements provinciaux puis du gouvernement fédéral, mais il ne faut pas oublier les municipalités. Les municipalités sont le palier de gouvernance le plus proche des citoyens et elles ont des compétences. Les compétences que les municipalités exercent, ce sont ce qu'on appelle des compétences déléguées, puisque les municipalités ne sont pas au sens constitutionnel un palier de gouvernement. Donc, puisqu'au sens constitutionnel, si on regarde l'article 92.8 de la loi constitutionnelle de 1867, les municipalités sont un objet ou un sujet de compétence provinciale. Donc, toutes les compétences que les municipalités exercent, ce sont des compétences provinciales déléguées. Or, ici, dans le contexte d'une pandémie, les municipalités ont compétence en matière de santé, de protection aussi de l'environnement et de la santé, de la sécurité des citoyens. Et donc, c'est la raison pour laquelle, par exemple, la Ville de Montréal, la Ville de Gatineau, toutes les villes au Canada ont pris généralement des mesures pour protéger la santé des citoyens. Donc, par rapport aux commerces locaux, à la distanciation physique, même dans la municipalité, les municipalités peuvent aussi prendre des mesures par rapport à ces enjeux-là. Et évidemment, les municipalités ont aussi une compétence importante sur la voirie locale. La loi sur la sécurité civile donne à des municipalités une compétence en matière d'urgence locale.
Donc, les municipalités au Québec, c'est le cas aussi dans d'autres provinces, ont une compétence pour décréter une urgence locale sur leur territoire. Et ça leur permet, par exemple, de fermer des artères routières, certaines rues, par exemple, à la circulation automobile pour permettre justement aux citoyens de sortir dans la rue pour marcher, pour faire du jogging, sans crainte de ne pas respecter les mesures de distanciation physique obligatoires, là, le 2 mètres. La loi sur la sécurité civile a été adoptée quelques années après la crise du verglas au Québec en 1998, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une espèce de vacuum, là, il y avait une espèce de flou sur les mesures qu'on doit prendre lorsqu'il y a une urgence sur le territoire. Et la crise du verglas de 1998 nous a permis de constater, de prendre conscience qu'on avait besoin d'une loi sur la sécurité civile au Québec pour donner aux municipalités des moyens, des leviers pour adopter des mesures, prendre des plans d'action en matière de santé et de sécurité des citoyens. Et donc, la loi sur la sécurité civile donne aux municipalités la compétence de décréter une urgence locale, puis de prendre des mesures exceptionnelles sur leur territoire. Évidemment, c'est sujet au contrôle provincial, puisque les provinces en fait, on dit que les municipalités sont des créatures des provinces. Et donc, même en contexte de pandémie, les municipalités n'échappent pas à cette règle constitutionnelle. Et on a vu même, je ne me souviens pas c'est dans quelle province, je crois que c'est en Alberta, mais il y a une municipalité au Canada qui avait décrété un état d'urgence local et la province a annulé cet état d'urgence local pour imposer des mesures uniformes sur l'ensemble du territoire provincial. Mais donc, la loi sur la sécurité civile au Québec et d'autres lois dans d'autres provinces canadiennes donnent aux municipalités des pouvoirs d'urgence en matière de santé et de gestion du territoire local. Même si la pandémie, elle est internationale, et même si elle a au Canada des impacts d'un océan à l'autre, ses conséquences dans les communautés, dans les provinces, sont quand même assez diversifiées d'une province à l'autre. On n'a pas le même impact partout à travers le Canada. Et ça justifie, à mon avis, un partage des compétences équilibré. Et je pense que le partage des compétences, le fédéralisme canadien, il est justement suffisamment équilibré et il permet une réponse à la crise qui tient compte des diversités locales au Canada et des préoccupations qui peuvent être différentes à travers le Canada.